Bonjour, je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce 4e podcast réalisé dans le cadre du partenariat des associations étudiantes pour l'Afrique. Ce partenariat est une collaboration entre 12 associations étudiantes de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et universités françaises ayant la volonté d'enrichir le débat sur l'Afrique. On retrouve donc Afro-ESTP pour l'ESTP, AMECAS et ESMA pour l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ASPA pour Sciences Po Paris, CES Afrique pour Centrale Supélec, EFAB pour les DEC, ESSEC Africa pour les SEC, HEC Afrique Antilles pour HEC, Club Afrique EM Lyon Alumni pour l'EM Lyon, Marifa pour l'Université Paris 2 Panthéon Assas, Paris Dauphine Afrique pour l'Université Paris 9 Dauphine et enfin X Afrique pour Polytechnique. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons toutes les 2 semaines un entretien avec un alumni de nos écoles respectives afin d'en apprendre un peu plus sur son parcours et ses activités sur le continent ou bien tournées vers le continent. Pour ce podcast, ce sont les associations ESMA et AMECAS qui seront mises à l'honneur. J'ai le plaisir d'être votre hôte aux côtés d'Aïcha Chema, vice-présidente de l'ESMA. Je m'appelle Awan Ndiaye et je suis actuellement co-responsable du département recherche au sein de l'AMECAS. Aïcha et moi animerons cet épisode depuis Paris et nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir la journaliste Koumba Khan, ancienne étudiante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui travaille actuellement au sein de la rédaction du Monde Afrique. Merci beaucoup Koumba d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Nous on a hâte d'entendre ton parcours et on est sûr qu'on va apprendre énormément de choses. J'espère. Alors pour commencer, on va revenir sur ton parcours académique. Donc est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as faites après le bac et pourquoi ? D'accord. Alors en fait, moi j'ai fait un bac littéraire à Évry, au lycée des Loges. Ensuite, je me suis inscrite en fac d'histoire. Donc j'ai fait 2 ans à Paris 4. Puis en licence, j'ai bifurqué côté Paris 1 parce que je voulais faire histoire de l'Afrique. Tout simplement parce qu'en fait, j'ignorais qu'il y avait histoire de l'Afrique à la Sorbonne. J'ai fait 2 années donc à Paris 4. En plus, j'aimais bien moi l'histoire ancienne, l'histoire grecque, l'histoire romaine. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais bon, je connais pas trop l'histoire en fait de mon continent d'origine. Et je sais plus qui m'en a parlé. Donc voilà, je suis tombée sur cette licence-là, donc à Paris 1. À l'époque, ça s'appelait le Centre de recherche africaine, le CRA. J'ai fait un M1, le mémoire portait sur les Lébous, sur la communauté Lébou pendant la colonisation et comment, en quelque sorte, les élites traditionnelles Lébou qui tenaient la ville de Dakar avant l'arrivée des colons français, comment est-ce qu'elles ont dû collaborer ou en tout cas comment est-ce qu'elles ont dû faire pour garder un peu de pouvoir dans un contexte colonial. Donc c'était l'intitulé, c'était la transmission d'État colonial et c'était sous l'autorité de Pierre Boilet. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Sénégal pour ton mémoire ? Oui, j'ai passé quelques mois, donc ça c'était vraiment hyper intéressant. J'ai passé quelques mois à Dakar même, parce que le sujet portait sur la ville de Dakar qui a été fondée par les Lébous. J'ai passé un peu de temps aussi à l'université Cheikh Anta Diop, à l'UCAD. Voilà, donc en gros j'avais un peu de cours et puis j'allais voir, parce qu'en fait à l'UCAD c'était Ibrahim Achoub qui est un éminent historien sénégalais qui à l'époque n'était pas recteur de l'université, c'était un grand professeur. Et c'est lui qui m'a un peu aiguillée sur mes recherches et j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens de personnalités lébou, des personnes très âgées pour la plupart. Donc ça c'était en 2005. D'accord. Voilà, qui m'ont un peu raconté comment ça se passait à l'époque coloniale. Voilà. Et t'es d'origine sénégalaise, n'est-ce pas ? Moi, je suis d'origine et sénégalaise et malienne. D'accord. Voilà. Donc t'avais de la famille là-bas ? J'avais de la famille et puis j'ai vécu, moi, j'ai passé une partie de mon enfance entre le Sénégal, le Mali et la Gambie. Donc c'est vrai que c'était comme un retour, vraiment dans un retour au pays en quelque sorte, mais dans un contexte complètement différent parce que là, j'étais pas avec mes parents ni avec mes frères. J'étais hébergée chez des tantes, des oncles. Donc oui, je connaissais déjà. Je parle pas très bien wolof, mais je parle très bien pulaar. Mais je me suis bien débrouillée quand même. C'était la première fois que tu partais toute seule en fait. Voilà. Ouais, je me souviens, c'était au début, j'avais un peu peur, j'avais 23 ans, j'avais je sais pas quel âge vous avez. À peu près nos âges. Voilà, et c'était mon premier voyage à l'étranger toute seule, mais c'était en même temps
très intéressant de revenir en fait sur la terre des parents avec un autre regard que le regard que j'avais quand j'étais enfant. Puis là, voilà, avec un projet hyper intéressant de compréhension de certaines choses aussi actuelles. Voilà. Est-ce que tu penses du coup que ça a été un atout, le fait de connaître un peu déjà le pays Oui, dans ton... Je pense que j'ai pas choisi par hasard le Sénégal. C'était un atout parce que je me sentais un peu plus... Voilà, en sécurité, c'était plus confortable. Après, voilà, c'était un sujet que je ne connaissais pas. D'ailleurs, il y a des gens dans ma famille qui étaient surpris que je m'intéresse aux lébous. Et pas au foulard. Voilà, pourquoi tu fais pas quelque chose sur les peuls? Ben, jusqu'à présent, mon oncle, il me dit, mais quand est-ce que tu vas faire quelque chose, un travail sur les peuls, cette illustre civilisation peul? Et c'était, voilà, et en même temps, voilà, je voulais vraiment m'acclimater le mieux, enfin, être au plus près des réalités. Donc c'est pour ça que je passais beaucoup de temps sur le campus. J'avais un groupe d'amis étudiants sénégalais. Voilà, on refaisait le monde. Moi, j'essayais de comprendre aussi leur situation. J'essayais de comprendre le contexte politique actuel, aussi leur regard sur l'histoire telle qu'elle est enseignée en Afrique, et en particulier au Sénégal. Donc oui, donc c'était intéressant. Et je pense que j'aurais pas pu faire autant de choses si ça avait été dans un autre pays. Même au Mali. D'accord. J'ai beaucoup moins de liens directs. Voilà. Ouais. D'accord. Et alors pour la suite de ton parcours? Alors après ça, donc j'ai fait mon mémoire. J'ai soutenu mon mémoire. Alors moi, en fait, à ce moment-là, je savais pas trop si je voulais faire de l'enseignement. Et le journalisme, en fait, c'était un rêve d'enfant. J'y pensais plus. Et un jour, j'étais au centre commercial de l'Agora à Évry. Et là, je rencontre un ancien camarade de classe que j'avais pas vu depuis, je sais pas, 10 ans, qui me dit alors, t'es pas devenu journaliste? Et là, ça a été vraiment comme une révélation. Je me suis souvenue qu'une fois en cours, je sais plus, c'était au collège, on nous avait demandé ce qu'on voulait faire et moi j'avais levé la main vraiment crânement. Et j'avais répondu, bah, moi j'aimerais être journaliste. Tout le monde était choqué parce que c'était assez inattendu. Et en fait, ça m'a rappelé que c'était le rêve que je voulais faire. Moi, l'enseignement, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai tenté les écoles de journalisme à ce moment-là. Une première fois, donc j'ai tenté 3 écoles qui sont reconnues, parce qu'en fait, il y a des écoles reconnues, des écoles non reconnues. J'ai pas eu les concours. Et puis ensuite, on m'a parlé de l'apprentissage. Ouais. Qui est une voie vraiment, pour moi c'est la meilleure voie pour entrer dans ce métier. Donc j'ai tenté le concours en apprentissage du côté de l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme, qui est dans le 9e à Paris. Et là j'ai été prise dans un premier temps à l'écrit, puis ensuite à l'oral. Et en fait ce sont les entreprises qui sélectionnent les étudiants. C'est pas à l'étudiant de trouver une entreprise. D'accord. Une fois qu'on est pris à l'écrit, en fait, notre candidature est envoyée à différentes rédactions. Et les rédactions demandent à voir tel ou tel étudiant. Donc on passe un oral. Et moi j'ai passé l'oral avec Radio France, avec France Télévisions. Et finalement j'ai été prise à France 3, à la rédaction nationale à Paris, au service culture pendant 2 ans. Donc j'étais 3/4 du temps en entreprise et 1/4 à l'école pendant 2 ans. Et après ça, donc j'ai eu mon diplôme, et puis là j'ai commencé à travailler. Je suis partie un peu aussi à l'étranger, j'étais en Italie. Je voulais m'installer comme pigiste dans un pays pas trop loin, et je parlais italien, donc c'était l'occasion. Je suis restée 2 ans, puis je suis revenue, et en France, à Paris, j'ai travaillé dans essentiellement la télé. Ouais. Donc je suis passée par Africa 24, qui est une chaîne panafricaine d'information. France O, France 24, j'ai chroniqué aussi à TV5, je chronique actuellement à Canal+ Afrique, et puis finalement je me suis retrouvée au journal Le Monde en charge des vidéos au service Afrique qui venait d'être créé, Le Monde Afrique. Ouais. Et comment c'est devenu une évidence du coup? Est-ce que tu avais des proches qui étaient dans le milieu ou c'est vraiment un goût que tu t'es forgé personnellement? En fait, le journalisme, j'ai personne dans ma famille qui en fait, je suis la seule. Ce qui se passait, bon là c'est une petite histoire aussi, c'est que quand j'étais enfant, on habitait avec un oncle qui tous les matins achetait Le Parisien, parce qu'il jouait aux courses en fait. Et en fait le Parisien c'est un journalisme vraiment de proximité. Et moi j'adorais lire les faits divers, enfin je lisais tout, les pages télé, tout ça. Et en fait je compilais comme ça
Et je me disais, mais moi j'aimerais bien faire ce métier, voilà, de raconter des histoires, parce que j'aimais beaucoup, moi, voilà, raconter les récits. C'est pour ça aussi que j'ai fait de l'histoire, parce que tout ce qui a trait à la narration, ça m'intéresse. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose, c'était évident, quoi, que j'allais faire ça. Et puis à un moment donné, on oublie, en fait. On oublie, on ne sait pas pourquoi, on suit voilà, telle ou telle voie. Mais non, c'est pas du tout dans la famille. C'est en tout cas grâce à cet oncle aussi. Puis c'était un oncle qui aimait bien débattre aussi. C'était anticonformiste, qui était jamais d'accord avec mes parents. On en a toujours un comme ça. Oui, voilà. Ah ben lui, on habitait avec lui, donc il lâchait pas l'affaire. Il était anticonformiste et en fait, moi, ça m'a aidé à forger aussi un esprit critique parce qu'il pensait pas comme les autres. Et je pense que le journalisme, je ne sais pas si on en parlera après, c'est vraiment important de savoir penser contre soi-même et puis d'avoir un esprit critique le plus possible. Et tout à l'heure, tu disais justement quand tu avais parlé de ton souhait de devenir journaliste quand tu étais au collège, que les gens étaient un peu surpris. Est-ce que c'est par rapport à la représentation, en fait, le fait qu'il n'y ait pas énormément de journalistes noirs en France? Je pense qu'en plus, quand on entend journaliste, on pense tout de suite au présentateur. Donc à l'époque, c'était Claire Chazal, Patrick Poivre d'Arvor. Il n'y avait pas encore Harry Roselmack. Il n'y avait pas Harry Roselmack. Alors, Roselmack, c'était en 2005. C'est vraiment le moment où, justement, c'est après les révoltes. Non, je pense que c'est 2006, peut-être, du coup. Les révoltes en banlieue. Oui, c'était juste après. Non, il n'y avait pas de visage qui nous ressemblait. Mais moi, bizarrement, ça ne me paraissait pas fou. Enfin, je me disais, non, mais c'est possible. Mais c'est vrai que les camarades, je ne sais pas, pour eux, journalistes, c'était peut-être un métier pour les autres, pas pour les gens comme nous, des quartiers populaires, avec nos noms et nos têtes d'étrangers. C'est peut-être pas là qu'on allait trouver du travail. Et aujourd'hui, tu prouves le contraire. Ça s'est ouvert. Alors moi, c'est aussi parce qu'il y a eu les formations d'apprentissage. Ça a vraiment ouvert, on va dire, les portes des rédactions. Parce que sans ça, et même avec ça, il y a toujours un problème de représentation. C'est quand même un milieu assez fermé, d'entre-soi, où il y a on va dire un entre-soi social aussi, pas seulement culturel, mais c'est vraiment des gens qui viennent tous un peu du même milieu. Et on trouve par exemple très peu d'ouvriers maintenant dans le milieu du journalisme, alors que pendant longtemps, il y avait des journalistes d'origine très modeste. Et après, voilà, quand en plus on cumule avec ça une origine étrangère, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que c'est vraiment grâce à la filière en apprentissage qui, elle, est intéressante parce qu'elle met aussi l'accent sur la motivation. C'est pas juste parce que voilà, tu as fait la bonne prépa, tu as fait Sciences Po, etc. C'est aussi sur toi, comment tu vois les choses, quelle est ta motivation, sur ton sens de la débrouillardise aussi. Donc c'est beaucoup plus égalitaire en quelque sorte. Et comment ça s'est passé justement tes premiers pas dans le monde du travail en tant que jeune femme noire Alors déjà en apprentissage, c'était violent. Et ça, on n'était pas préparés. On ne nous a pas préparés à cette entrée dans un... En plus, on était les premières promotions en apprentissage. Donc voilà, on était les premières et en fait, on était la deuxième promo. Et on n'a pas été très bien accueillis dans les rédactions. Moi, j'ai eu droit à des commentaires de collègues. Les gens comme toi prennent la place de nos neveux, de nos enfants. Parce qu'évidemment, c'est un métier qui se transmet de père en fille ou de mère en fils, quoi. Mais ils ont eu l'impression que du coup, on était en train de court-circuiter le système et qu'on faisait rentrer des gens qui n'ont pas le profil. Donc c'était assez violent et on se retrouvait, je me souviens, tous les midis, entre nous, et on échangeait, et on discutait. Il y en avait qui vraiment le vivaient mal, il y en a qui ont arrêté le métier après les 2 ans, parce que on nous dit pas ça quand on est à l'école. On nous dit pas par contre ça va être dur pour vous parce que vous êtes perçu comme non légitime en fait. Et cette question de la légitimité, elle est centrale dans ce métier, comme dans d'autres métiers, je pense, quand on est différent. On a toujours ou l'impression qu'on est perçu comme tel et donc peut-être moins légitime, parce que qu'est-ce qu'on fait là si on est si différent, ou en tout cas on le vit comme ça soi-même. Donc ça n'a pas été facile, il a fallu se battre pour pouvoir faire des sujets, pour être accompagné. Moi j'avais un tuteur qui était absent,
qui m'a laissée en galère. J'ai dû me débrouiller, aller taper aux portes. Heureusement qu'il y a toujours des gens bienveillants, il y a toujours des gens qui se disent bon allez, on va aider, mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas, enfin moi je ne suis pas arrivée en position de force en me disant c'est bon, je suis là, je vais être la meilleure, tout ça. Non, je suis arrivée avec pas mal d'appréhension et j'attendais d'être accompagnée un peu plus. Mais bon, après j'ai compris que, en gros, on te donne ta chance et ensuite faut te battre, quoi. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. Ouais, d'en faire beaucoup, beaucoup. Et ça peut être épuisant. Certains ont préféré quitter le métier, maintenant ils font tout à fait autre chose. Mais bon, après, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier qui s'est précarisé aussi, donc c'est vrai que les places sont chères. Il y a tout ce climat de précarité qui fait qu'il y a une concurrence aussi, on est mis en concurrence avec les autres journalistes, avec les autres étudiants qui, eux, ont payé des frais d'inscription, parfois 4 000 €, 5 000 €, qui se sont parfois endettés. Donc tout ça, c'est vrai que ça crée des difficultés, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste ton travail quotidiennement? Alors là maintenant, donc, je suis au Monde Afrique, service Afrique du journal Le Monde. Moi j'ai été recrutée pour tout l'aspect vidéo, parce que les vidéos ça marche bien, vous savez, c'est vrai. Voilà, en ligne, ça voyage, donc c'est vraiment bien pour toucher un public plus large. Donc moi je fais des vidéos sur l'actualité, ça peut être des entretiens, là par exemple je travaille sur une vidéo autour de l'indemnisation coloniale après les abolitions, donc c'est un sujet histoire, moi j'aime beaucoup les sujets d'histoire. Ça peut être ça peut être une vidéo d'actualité, par exemple là au Sénégal dernièrement il y a eu une révolte populaire, on peut dire en quelque sorte, extrêmement violente. Il fallait raconter ça rapidement en images, donc ça c'est pas moi qui l'a fait mais c'est ma collègue. Donc on prend des images d'agence France Presse ou Reuters et on monte une vidéo de quelques minutes qui explique l'actualité chaude. Ça peut être ça, après ça peut être aussi d'aller sur le terrain. Donc dernièrement j'étais en République démocratique du Congo pour une série de reportages, notamment sur les pesticides, l'écologie, etc. Là je repars normalement dans quelques semaines, toujours au Congo, pour parler de santé. Donc voilà, c'est assez varié. Je fais aussi parfois des reportages écrits. Quelque part c'est une chance aussi, parce que je peux toucher un peu à tout. Je peux toucher, là on va faire aussi des podcasts bientôt, normalement. Je peux toucher à l'écrit, je peux toucher à l'image. Moi je suis plutôt contente, quoi. T'as une préférence du coup pour le terrain ou pour l'écriture? Mais le terrain c'est fondamental en fait. Le terrain, moi j'en ai pas fait beaucoup dernièrement parce que j'ai une vie personnelle aussi, j'ai une vie familiale et j'ai pas toujours la possibilité de partir longtemps. Mais c'est fondamental, c'est la base de notre métier, c'est d'aller voir les gens, c'est de recouper les sources, c'est de trouver de l'information, c'est d'aller chercher l'information. Donc moi j'adore ça, quoi. Dès que je peux partir, même si c'est en bas de chez moi, aller faire un entretien, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je sais plus c'était quoi ta question, si j'ai répondu à. Est-ce que tu as une préférence en fait juste pour moi, je trouve le travail de terrain ou l'écriture? Plutôt le travail de terrain ensuite que tu rends soit en vidéo, soit en écrit papier. Après on n'a pas forcément toujours la possibilité de partir, parce que c'est aussi un budget, ça coûte plus cher. Et aujourd'hui le journalisme globalement c'est un journalisme de desk, c'est un journalisme assis, c'est-à-dire que les informations viennent à nous, les dépêches AFP, ensuite on réécrit un peu, les vidéos c'est pareil, sinon on passe des coups de fil, mais c'est vrai que globalement c'est de moins en moins de terrain. C'est moins en moins de terrain. C'est moins en moins de terrain. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, quand tu disais que tu voulais devenir journaliste quand tu étais plus jeune, mais est-ce que tu t'imaginais devenir journaliste spécialement par rapport à l'Afrique? Alors l'Afrique, moi, ça a vraiment été, c'était une évidence, parce que en fait, comme j'ai fait l'histoire de l'Afrique, alors je dis histoire de l'Afrique, ça a l'air très général comme ça, mais c'est le nom du cursus, c'est-à-dire qu'après il y a différentes spécialisations, donc moi c'était évident que si je quittais l'histoire,
je ferai toujours quelque chose en rapport avec le continent. Ça me paraissait évident. J'ai passé quelques années dans des rédactions où je traitais que de la France. Ouais. Bah, c'est pas trop mon truc en fait. Donc pour moi c'est vraiment un choix. Je sais qu'il y a des journalistes Afrique qui sont là un peu par dépit, qui n'ont pas trouvé ailleurs et on les met là. Moi c'est vraiment un choix et ça me paraît évident en fait. C'est une continuité dans mon parcours. Est-ce que tu envisagerais dans le futur de travailler pour des médias africains directement sur le continent? Alors j'ai travaillé pour un média africain qui n'était pas, qui était à Saint-Cloud. Africa 24. Africa 24. Ouais. Bon, sans commentaire. Non mais c'était une très bonne expérience. Ouais. Ça m'a vraiment formée. Ça te forme, ça te tord. Oula. Ça te forme. Mais ouais, moi j'aimerais bien. Bon. Voilà, comme je disais, j'ai une vie familiale, il faut aussi prendre ça en compte. Prendre ça en compte. Mais je pense que à vos âges, là, 24-25 ans, je trouve que c'est génial si on n'a pas trop d'attaches, pas trop de contraintes, de partir comme ça et de travailler sur le continent. C'est super, même si c'est un stage, même si c'est quelques semaines. Mais moi, j'aimerais bien effectivement repartir quelques temps, travailler là-bas. Quand je dis là-bas, ça serait plutôt le Sénégal, du coup. Mais bon, voilà, tout ça, c'est des projets qu'il faut mûrir et qui peuvent prendre du temps. Mais ouais, travailler pour un média africain, moi, je trouverais ça hyper intéressant, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe, travailler sur l'actualité africaine depuis Paris. Ça, c'est un paradoxe qui moi m'interroge, me questionne beaucoup, parce qu'on a un regard qui est forcément un regard d'ici, même si on a des origines africaines, même si on a des origines, même si on a vécu là-bas. Je pense qu'à un moment donné, notre regard est formaté aussi par la société dans laquelle on est. Donc après, bon, on apprend aussi à déconstruire, on se pose des questions, on se demande. Nous, ce qu'on voit, c'est quand même les productions du Monde Afrique sont majoritairement lues et vues depuis le continent maintenant. Ah, quand même. Pendant longtemps, c'était la diaspora. Maintenant, c'est vraiment le continent, justement, Sénégal, Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de pays ouest-africains qui nous suivent. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas trop éloigné, mais il y a tellement de sujets qu'on ne voit pas, parce qu'on est à Paris. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout comprendre en étant loin. D'ailleurs, je me dis toujours, mais t'imagines s'il y avait un service France dans un journal africain où on écrirait depuis Dakar, Bamako, sur l'actualité française, avec un gros service comme ça, et pas juste reprendre des dépêches, donc avec du reportage et tout. On n'y pense pas dans ce regard inversé, et en fait c'est important toujours d'avoir ça en tête, de se dire attention, ton regard il est aussi façonné par où tu vis, qui tu es, et on est un peu loin. C'est pour ça que le terrain c'est hyper important, pour se reconnecter autant que possible avec les réalités locales, parce que les sociétés africaines, comme toutes les sociétés, elles sont en mutation, elles changent. Elles ont leur dynamique. Elles ont leur dynamique propre aussi. Et parfois, on a tendance justement à plaquer des schémas de pensée, des grilles de lecture qui sont des grilles de lecture d'ici. On va avoir un mouvement social en France, on va essayer de coller ça à une situation. Par exemple, au Sénégal, si on arrive comme ça en disant bah non, c'est juste que les gens ont faim, il n'y a pas que ça. Il y a aussi derrière toute une structure étatique qui ne fonctionne plus. Il y a vraiment une critique de l'état de droit, c'est un questionnement aussi sur la démocratie, et en même temps parfois ça nous apprend aussi des choses sur ici, c'est-à-dire qu'en voyant ce qui se passe dans certains pays, moi je trouve que ça éclaire beaucoup les situations en France. Parfois j'essaie de faire un peu l'aller-retour. C'est pas simple. Et du coup, quelles seront les qualités que devrait posséder un journaliste, et plus particulièrement un journaliste qui voudrait travailler vers l'Afrique, selon toi? Alors, les qualités, il y en a beaucoup. Alors déjà, journaliste, je pense qu'il faut vraiment
avoir l'esprit ouvert. Mais l'esprit ouvert, c'est pas une qualité comme ça qui arrive, ça se travaille. Parce que parfois, on pense avoir l'esprit ouvert, mais sur certains sujets, oui, mais sur d'autres, non. Donc ça demande vraiment toujours de se poser des questions, de remettre en question ses propres certitudes, parce que le journalisme, c'est pas ce que je crois, c'est ce que je comprends, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai recoupé. Voilà une information. Donc c'est vraiment une curiosité. C'est de savoir aussi s'adapter, savoir voilà, quand on s'adresse, enfin quand on va rencontrer quelqu'un à interviewer, il faut essayer de le comprendre pour... je pense qu'on doit un peu être, je dirais pas un caméléon, mais on s'adapte quoi en fait. Il faut vraiment s'adapter. Donc la curiosité, l'adaptation. Je pense qu'il faut aussi lire beaucoup. Dans une époque où on lit de moins en moins, il faut lire beaucoup et pour pas être que dans l'actu. Par exemple, c'est très bien de lire des ouvrages aussi d'histoire, toujours l'histoire, pour comprendre une société, aussi des ouvrages de politique, d'économie sur un... S'intéresser en fait à tous les sujets, à voilà. les disciplines. Il faut, voilà. C'est vraiment, je pense que il faut avoir une espèce de... C'est pour ça que la culture générale, elle est importante dans les concours, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au concours, c'est même après, il faut continuer à lire, il faut essayer de comprendre des enjeux qui ne paraissent pas comme ça évidents, mais il faut comprendre aussi, par exemple sur l'Afrique, on parle beaucoup de la France-Afrique, il faut essayer aussi, ou de la Chine-Afrique, mais il faut aussi voir les autres acteurs qu'il y a maintenant, que ce soit d'autres, par exemple les Indiens, les Turcs, ou même les Brésiliens, ou les Russes, de plus en plus. Donc c'est important vraiment d'avoir une vision micro et macro. Donc ça demande c'est pour ça qu'il faut aimer ce métier-là. Parce que parfois on doit se farcir des rapports des Nations Unies qui sont pas passionnant. Mais voilà, on en apprend beaucoup, quoi. Mais si je résume, parce que tu n'as pas dit le mot explicitement, mais en fait il faut faire preuve de curiosité. Oui, il faut être curieux. Ouais. Oui, je l'ai dit, il faut être curieux, il faut être... Oui, il faut vraiment avoir une certaine humilité aussi et se dire, bah, je pensais ça, je croyais ça, mais en fait... Rien n'est acquis en fait, jamais, il faut renouveler ses connaissances sans cesse. Et puis accepter qu'on ne peut pas tout savoir, enfin un journaliste ne peut pas tout savoir. Et les gens d'ailleurs nous le font savoir, parce que parfois on écrit des choses et les gens qui connaissent disent, bah attendez, là il y a une erreur, vous êtes trompé sur ça. Ça il faut l'accepter aussi, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Où la critique elle est frontale, elle est immédiate et elle peut être violente. Ça oblige justement à une certaine à bien travailler et à une certaine humilité quoi. Il faut pas être trop susceptible quoi. Faut avoir l'énergie. Mais c'est un vrai sujet hein. C'est un vrai sujet, les critiques c'est pas facile hein, quand on se prend des rafales de critiques sur les réseaux sociaux. Tous les journalistes ont connu ça. Aujourd'hui, faut gérer quoi. C'est pour ça qu'il y en a qui quittent les réseaux sociaux, qui quittent Twitter. Au monde, il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut rester ou pas sur Twitter, parce que c'est compliqué quoi. Pour ceux qui souffriraient d'un syndrome de l'imposteur, du coup ça aggraverait. Ça appuie dessus. Et puis je pense que le syndrome de l'imposteur. Beaucoup l'ont. Beaucoup de personnes l'ont à un moment donné dans leur carrière. Après ça peut passer, mais en fait moi je pense qu'on parle de syndrome, mais c'est quelque chose de plutôt sain. Après il faut pas que ça handicape. Mais ça oblige à se remettre en question. Après, voilà, c'est toujours effectivement le dosage, quoi. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui empêche de travailler, de se sentir à l'aise. Mais oui, c'est un syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est un peu partout, quoi. Et du coup, autour de toi, parmi tes proches, tes amis, ta famille, est-ce que tu reçois des critiques? Qu'est-ce qu'ils en pensent généralement sur ton travail? Alors... Non, mes proches, ils critiquent pas trop. Parfois, mes frères me disent « Ah tiens, tu as écrit ça là, sur tel sujet. » Ils me taquinent un peu, mais c'est jamais... Moi, je pense que la critique, elle est bienvenue. Ça dépend comment c'est fait, quoi. Mais non, mes proches, ils sont plutôt... ils sont plutôt admiratifs, quoi. Ils disent « Ouais, c'est bien et tout, c'est chouette. » Je pense que j'ai un grand frère, lui, il aurait aimé être journaliste. Là, il est juriste.
Donc, c'est déjà pas mal. Pas mal. ouais, mais bon, je pense que c'est moins funky, mais bon, moi je pourrais pas faire ce qu'il fait, donc ça c'est clair. Est-ce que tu peux partager avec nous l'un de tes meilleurs souvenirs dans ta carrière? Oui, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui a été très fort, c'est quand j'ai rencontré l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane. Ouais. Vous allez dire que moi, il n'y a que le Sénégal qui m'intéresse. Mais, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, l'aventure ambiguë, Les Gardiens du Temple, grand écrivain. Et je l'ai rencontré en 2008. Je ne savais même pas qu'il était encore vivant, c'est terrible. Hein. Parce qu'il a, enfin, je me doutais qu'il était encore là, mais on n'en entendait tellement pas parler. Il était discret dans les médias, quoi. Il est extrêmement discret dans la presse, notamment internationale, et même la presse sénégalaise. Bon. Et puis il était âgé, donc je ne savais pas trop s'il était encore là. Puis c'est une légende. Donc les légendes, on a l'impression qu'à un moment donné, elles deviennent des légendes et elles ne sont plus là, quoi. Elles appartiennent tellement à l'histoire qu'en quelque sorte, on se dit, elles sont plus là. Et donc je l'ai rencontré en 2008. On a fait un long entretien écrit et vidéo. C'était passionnant parce que cet homme a une connaissance, une mémoire mais incroyable et un esprit d'analyse. À l'époque, il avait déjà 90 ans, je pense, ou 88, je ne sais plus. Mais d'une vivacité, c'était vraiment un grand moment, quoi. C'était un grand moment. Donc ça, c'est un très beau reportage. Quoi d'autre? J'ai pas. Mais en fait, moi, chaque fois que je fais du terrain, en quelque sorte, quand je suis en train de le faire, c'est vraiment un très bon souvenir, même si le sujet est difficile. Ça reste quelque chose de fort pour moi, parce que c'est toujours des rencontres, des gens qui nous confient aussi des choses de leur vie, de leur histoire, une confiance énorme. Et il y a toujours à apprendre. Moi, j'apprends toujours de mes rencontres, que ce soit avec un grand écrivain ou avec un chercheur. Là, dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques congolais qui travaillent sur des sujets passionnants. Ben, je trouve que c'est toujours intéressant. Chaque fois, j'ai des souvenirs comme ça qui m'accompagnent, quoi. Je pense qu'on va passer à la partie Fast and Curious. Est-ce que tu as une préférence pour un ou plusieurs pays africains? Mais je pense qu'on a déjà la réponse. Non, mais il n'y a pas que le Sénégal. Non, mais c'est que, le Sénégal, ça c'est sûr. J'aime beaucoup la Gambie aussi, qui est cet état dans un peu le Sénégal. Ouais, c'est différent, hein. Ouais. C'est différent quand même, mais bon, c'est sûr que... C'est pas trop éloigné, quoi. Ouais. Là, je suis en train de découvrir la République démocratique du Congo. Alors, c'est tout à fait autre chose, c'est l'Afrique centrale. On est sur d'autres dynamiques sociales, culturelles, politiques, économiques. Et en fait, moi, ça me fait du bien aussi de changer d'air, on va dire, de travail. Parce que voilà, là, on est confronté en plus à un pays énorme qui est... qui a des possibilités, un potentiel incroyable, humainement, écologiquement. C'est vraiment un très grand pays et qui en même temps a ces conflits incessants, ces histoires douloureuses qui persistent un peu sous l'indifférence générale. Moi, je trouve que c'est un pays tellement passionnant que j'espère faire plus de choses côté congolais. Sinon d'autres pays, je dis pas que les autres pays je les aime pas, hein, sinon les gens mais la Côte d'Ivoire aussi, je trouve que c'est intéressant aussi. En fait, chaque pays a des spécificités, des choses à raconter. C'est difficile de choisir et moi j'ai pas fait les 54 pays, hein, moi, loin de là. Mais c'est quelque chose que tu aimerais faire dans l'idéal? Ah oui, j'aimerais bien. Et puis l'Afrique australe aussi, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, tous ces pays-là, il faut y aller doucement, petit à petit, avec une grande humilité, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, on passe pas comme ça d'un pays à un autre. C'est pas possible, quoi. C'est comme l'Europe, on passe pas de la France
à la Moldavie, C'est vrai. puis ensuite à la Finlande, c'est des histoires spécifiques et ça c'est important aussi. C'est vrai que quand on travaille sur un média qui traite de l'actualité africaine, il y a une tentation aussi de globaliser et d'uniformiser les réalités africaines, alors que non, c'est pas possible en fait. Il faut vraiment à chaque fois essayer de saisir ce qu'il y a de spécifique ou pas. Parfois il y a des choses, des continuités, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Après, en plus, dans chaque pays, il y a des questions qui m'intéressent, c'est les questions beaucoup de féminisme, de femmes, d'écologie. Donc, dans chaque pays, même au sein même d'un pays, il y a des spécificités, ville-campagne, ou milieu social. Donc, bon, c'est vraiment sans fin, quoi. Et alors, du coup, ton plat africain préféré ou tes plats préférés, si tu voudrais nous en dire quelque chose. Moi, j'aime bien le mbahal. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est un plat à base de riz, mais le riz il est vraiment mouillé. Moi, je trouve que... Ah oui. Tu as fait une tête. Tu as fait une tête pas de dégoût, mais là tu as fait la tête de dégoût. Je sais, même le nom l'ambahal, là, ça donne pas trop envie, mais c'est délicieux. Et moi j'aime bien ça parce que mon père, il faisait souvent ça avec. Il mettait au milieu du beurre de vache là. Oui. Il fondait là. Ah, tu fais des boulettes comme ça, tu trempes dedans, ça c'est bon. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu braisé, donc ça j'adore. Mais quand même, je pense, mon plat préféré, je veux pas être très 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 original. Je veux pas dire tchéboudjel. J'aime bien, mais il a été supplanté là dernièrement par le mafé. C'était trop bizarre. J'aimais pas trop le mafé quand j'étais enfant. Mais là maintenant, comme je le maîtrise bien, j'aime bien le mafé, que ce soit soupe au kanje, donc avec les gongos ou avec la pâte d'akatine. Voilà. Franchement, il y a plein de plats et encore ça, c'est que des plats. J'aime bien les plats du village aussi. Ils sont avec le mil et tout, le fogno, le lard. Oui, c'est bon aussi. En fait, moi je retrouve parce que quand j'étais petite, ma mère elle faisait ça. Ces plats-là, je dis là, non mais fais-nous des pâtes, des frites avec du poulet, toi aussi. On est en France. On est en France. Et en fait, en grandissant, c'est marrant, mais tout ça, ça change et j'apprends vraiment, j'aime vraiment les plats de chez nous, quoi. Puis maintenant, en plus, avec Internet, parce que bon, j'ai pas été très très présente dans la cuisine. Ma mère, elle me disait de venir l'aider à cuisiner, je venais, mais franchement, je rechignais, je préférais prendre mes livres et lire. Donc, j'ai pas été très assidue. Je peux comprendre. Mais maintenant, je me rattrape. Et puis, ma mère, maintenant, elle est quand même... elle m'aide aussi, quoi. Mais du coup, c'est bien, parce que je redécouvre des plats. Je fais moi-même mes recettes, donc ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Alors, juste avant peut-être de revenir au mot de fin, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à des personnes, des étudiants qui aimeraient suivre un peu ton parcours? Alors, moi je suis sortie de l'école en 2007, donc ça fait déjà 13 ans, 14 ans. Non? Oui, 14 ans, ouais. Non, 2009 je suis sortie. Donc ça fait 11 ans. Entre-temps, en fait, le marché a beaucoup évolué. C'est vrai que moi j'ai un parcours assez atypique aujourd'hui, donc passé par la fac, puis ensuite entrer dans une école de journalisme. Aujourd'hui, les étudiants, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils font bac, prépa, école reconnue et stage, d'été là, c'est d'été, puis ensuite ils trouvent du travail. Moi je trouve que c'est bien de passer par la fac parce qu'il y a des choses qu'on apprend qu'on n'apprendra pas dans une grande école ou même en prépa. Je trouve que ça donne une culture générale. Moi sans le passage à la fac, par exemple, je ne me serais pas intéressée à l'actualité africaine et finalement le fait d'avoir ce bagage-là, ce bagage universitaire d'historienne, ça m'a permis de trouver du travail parce que je me suis singularisée par rapport à d'autres parcours plus classiques. Donc c'est devenu en fait une force d'avoir cet atout Afrique pour trouver du travail. Surtout que là maintenant il y a vraiment une grosse demande pour l'actualité africaine. Donc
Moi, je pense que c'est bien de passer par la fac. Après, si on est pressé, si on a envie de peut-être de mettre aussi plus de chance de son côté, bon, bah, il faut faire le parcours classique, hein, mais le problème, c'est que ça a un coût et c'est excluant en fait pour beaucoup de jeunes. Donc, moi, je dirais, voilà, faire comme on peut. Après, la fac, c'est bien, mais si on peut peut-être faire une prépa pour le parcours, et puis ensuite pour la motivation. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans mon parcours, c'est d'avoir un peu des mentors, des tuteurs, des gens vraiment qui m'accompagnent. Ça, je trouve que ça a beaucoup manqué, notamment des journalistes, hommes ou femmes, qui ont des origines étrangères et qui auraient pu, au moment où c'était difficile, parce qu'on n'en a pas trop parlé, être une femme noire journaliste, c'est pas facile. Même aujourd'hui, je suis confrontée parfois dans mon métier à des réflexions sexistes ou racistes. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Je suis en plus musulmane, donc bon, voilà, il y a parfois... Ça s'accumule. Le combo. Et c'est vrai que en fait, il y a vraiment besoin d'avoir des personnes qui sont déjà passées par là, qui sont expérimentées et qui peuvent aussi rassurer. Parce que je pense qu'on se sent très seul quand on fait ce métier-là et qu'on a le profil qu'on a. Donc, essayez de trouver des gens qui peuvent vous accompagner, des grandes sœurs, des grands frères, des tuteurs, des gens qui vous diront aussi, voilà, là, ça va pas en fait, des gens avec qui vraiment on peut se confronter. Donc essayez, il faut être curieux, il faut pas hésiter à aller voir. On repère quelqu'un qui fait des choses intéressantes, allez la voir. C'est un métier qui demande vraiment de l'audace, donc il faut y aller. C'est pas de mettre un pied dans la porte, il faut défoncer la porte en fait, constamment, tout le temps. Et puis quand on n'a plus l'énergie, il faut avoir des gens avec qui on discuter. Moi j'ai de la chance, j'ai plein d'amis journalistes avec qui on discute régulièrement de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et aussi de nos joies, des sujets qui nous passionnent. Et ça c'est important, je pense vraiment, parce que sinon on se sent seul, on se sent isolé, on se sent pas compris, on se sent pas à la hauteur, on se sent illégitime. Et ça fait beaucoup de tort. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui se sentent tellement pas à leur place que ça va avoir un effet pervers sur leur carrière, c'est-à-dire qu'ils vont pas se sentir à leur place, ils vont se saboter, effectivement, ils vont faire un travail qui sera peut-être pas à la hauteur, et ça va alimenter... c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, et au final, on se dit, j'y arrive pas, parce que je suis pas à ma place. Non, c'est pas ça, c'est que on n'a pas forcément les mêmes armes au départ, donc il faut vraiment s'armer, quoi. Il faut s'armer, enfin, c'est très intéressant, c'est très important, je voulais dire, de s'armer, de taper aux portes, d'aller voir les gens, de discuter, de demander, de produire soi-même des choses. Après, je sais qu'on est pris parfois dans une logique de il faut manger. Parfois, on a des familles derrière nous qui comptent sur nous. Ils se disent, bon, c'est bien là tes études, là, mais faut faire rentrer l'argent. Papa est vieilli, maman elle est fatiguée, donc les ménages là on peut plus à notre âge. Donc il faut ramener l'argent. C'est pour ça que c'est compliqué, mais en même temps j'ai pas envie de décourager les gens, quoi. Il faut y aller. Et puis si c'est pas ce métier, ça sera un autre. Ça sera un autre, mais on aura appris des choses. Et le tout c'est d'arriver à rebondir, quoi. Parce que même si on est journaliste aujourd'hui, demain on sait pas ce qu'on fera. Enfin, c'est vrai. C'est plus comme avant où c'est à vie, jusqu'à la retraite. Là, moi je vois dans le journal où je travaille, mais il y a tout le temps des gens qui arrêtent ce métier pour faire autre chose. D'accord. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit que c'est pas non plus, c'est important, mais si ça marche pas, il faut faire autre chose. Mais ça peut marcher en tout cas. D'accord. Ok. Du coup, notre interview touche à sa fin. C'était très enrichissant, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas été non, mais c'était passionnant, très inspirant comme parcours. Bon, super. Merci. Et donc moi je suis toute disposée à répondre à des questions, à peut-être donner des conseils. Je le fais un peu parfois quand j'ai le temps, donc faut pas hésiter. Sinon, je peux aussi orienter vers d'autres personnes peut-être plus compétentes par rapport à la question. Mais c'est vraiment important
de pas rester seul, quoi. C'est vraiment, vraiment important. Et de savoir qu'aujourd'hui, il y a une génération de journalistes non blancs qui est en train, qui est là, qui était là déjà avant, mais qu'on voyait moins. Et là, c'est vrai que moi, je vois des profils plus jeunes, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et c'est surtout moi, ça me donne beaucoup d'espoir, quoi. Je me dis, voilà, là, ils vont arriver. Et puis, les jeunes qui arrivent là, ils sont... Je sais pas, moi j'ai l'impression que beaucoup ils sont décomplexés, quoi. Ils y vont, ils ont moins cette appréhension que peuvent avoir les aînés. Ils ont plus cette audace dont tu parlais tout à l'heure. Oui, moi j'ai l'impression, alors peut-être que c'est l'effet de quand on vieillit, on a l'impression que les plus jeunes sont plus audacieux, c'est peut-être ça, mais en tout cas, faut continuer, quoi. Il faut y aller, il faut pas... Voilà, on a notre place, quoi. Ouais. On a notre place partout, elle est là, notre place. Mais après, c'est vrai que pour s'y installer, c'est pas facile. Mais en tout cas, on a notre place. Merci. Merci beaucoup, Kumba. Merci à vous. J'ai adoré discuter avec vous. Nous arrivons ainsi à la fin de ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.